Alors bonjour à tous. On va vous présenter l'intelligence artificielle au service de la santé. Alors c'est bizarre, je m'entends en double. Là, ça devrait être mieux. Ok, parfait. Bon, ben c'est parti. Donc là, l'idée, ça va être de vous donner une petite présentation des algorithmes de machine learning, puisque depuis ce matin, on a évoqué ce grand mot. Donc là, l'idée, c'est de montrer un peu comment ça fonctionne et ensuite de montrer un exemple de développement d'un modèle de machine learning dans le domaine du médical. Et puis ensuite, on a la chance d'avoir avec nous Monsieur Jimmy Siméon, qui est le directeur des systèmes d'information du CHU de Guadeloupe, qui va intervenir pour nous parler de ce qu'a apporté l'IA dans l'automatisation des tâches administratives et des soins. Et puis on va finir sur une interview avec quelques questions sur les enjeux et les usages de l'IA au CHU de Guadeloupe. Alors commençons, comme je disais, avec la présentation des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc je vais commencer par faire une petite mise au point sur le grand mot IA. Ici, on va s'intéresser principalement à l'apprentissage automatique, qui est un sous-domaine du vaste domaine de l'intelligence artificielle. Donc, j'ai repris une définition de Wikipédia ici qui résume très bien ce en quoi ça consiste. Donc, du coup, l'apprentissage automatique, c'est vraiment un champ d'étude, comme je disais, de l'intelligence artificielle, qui se base sur des approches mathématiques et statistiques. Donc, le but, c'est de donner aux ordinateurs la capacité d'apprendre directement à partir des données, sans avoir à leur spécifier exactement ce qu'ils doivent faire, pour pouvoir résoudre des tâches pour un problème donné. Donc, l'idée ici, ça va être de faire un petit parallèle avec la programmation traditionnelle. Donc, si on prend une approche de programmation traditionnelle, en fait, globalement, le développeur va définir des règles pour résoudre un problème donné et il va encoder ces règles dans un programme informatique. Donc, il va le coder dans un langage de programmation, Python, Rust, comme il veut. Et donc, à la fin, à partir de ces règles, on va être capable de produire une réponse pour une donnée d'entrée. Donc, pour avoir un exemple plus concret, prenons l'exemple de comment détecter un nodule sur une image de scanner du poumon. On peut se dire qu'on pourrait mettre les règles suivantes. Donc, un poumon, c'est composé de deux zones à peu près de même géométrie. Un poumon se situe dans la zone du haut du corps. Un nodule, quant à lui, est de petit volume et généralement situé à l'intérieur d'un poumon. Et puis, un nodule est généralement de forme sphérique. Donc, en fait, c'est ces informations qu'on va donner à l'algorithme pour pouvoir faire sa prédiction et donner sa réponse. Donc ça, c'est la phase de développement. Donc la phase consiste à écrire le programme qui va représenter ces règles pour produire la réponse. Et donc de l'autre côté, on a la phase de production où là, on va donner une donnée en entrée. Le programme sera fixé. Il n'y aura plus de modification du programme et il va donner la réponse qui pense être la bonne en fonction des différentes règles qu'on a incorporées dans le code. Donc, si on reprend notre exemple de l'image scanner du poumon, donc on fournit en input une image de scanner. Et donc, la réponse attendue, c'est les nodules qui sont contenus dans l'image. Sauf que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les règles qu'on a fixées sont des règles extrêmement haut niveau. Et donc, on peut très bien se retrouver dans des cas où l'algorithme va détecter énormément de nodules, ce qui pense être des nodules, tout simplement parce qu'on n'est pas capable de formuler explicitement ce qu'est un nodule, ce qu'est un poumon, et de le décrire de manière assez généraliste pour que ça puisse s'appliquer à différents types de scanners, à différents patients. Donc ça, c'est la phase de production. Et on voit directement ici, avec cet exemple concret, que c'est compliqué, avec l'informatique traditionnelle, de solutionner ce genre de problème. Heureusement, on a depuis quelques années l'essor de l'apprentissage automatique, qui a une approche un peu différente, qui est la suivante. Donc en fait, on va avoir plusieurs données d'entrée qu'on va donner au modèle, et le modèle va faire des prédictions. Et donc toute l'idée, ça va être de faire le modèle apprendre directement à partir des données. Donc en plus de ces données, en général, on a les labels, qui sont en fait les informations que l'on veut prédire par rapport aux données qui sont données en entrée. Et si on revient à notre exemple des détections de nodules sur des scanners du poumon, bah, les données, ça sera tout simplement une grande quantité d'images de scanners de poumon. Et les labels, ça sera la localisation des nodules, s'il y en a, sur ces différentes images scanners. Donc là, on va donner tout ça au modèle, et le modèle va faire des prédictions. Donc au début, il va faire des prédictions qui sont très mauvaises. Donc il va penser par exemple à 40% qu'il y a un nodule dans cette zone, peut-être qu'il n'y en a même pas. Et par un mécanisme d'apprentissage, on va avoir un moyen de comparer le label qu'on a, qui a été annoté par les radiologues, avec le label qui a été prédit par l'algorithme.
et de lui donner de l'information pour pouvoir corriger sa prédiction. Donc ça, c'est fait grâce à une fonction de coût qui va estimer justement l'erreur qu'il y a entre le vrai label et la prédiction qu'il a fait. Et donc, du coup, en itérant comme ça sur des gros datasets et sur des gros ensembles de données où on a effectivement le label valide, ben, on est capable d'améliorer petit à petit la précision de l'algorithme et à avoir des prédictions qui sont de plus en plus performantes. Donc ça, c'est la phase d'apprentissage dans le processus de création d'un réseau de neurones, d'un modèle de machine learning. Donc c'est lorsqu'on entraîne le modèle sur les données. Et puis de l'autre côté, de manière analogue à la production côté programmation traditionnelle, on a l'inférence. Donc si on reprend notre exemple, comment détecter un nodule? On va lui donner une image pour laquelle on ne possède pas le label. Donc on n'a pas encore eu la notation d'un radiologue. Et donc là, le modèle qui est fixé cette fois-ci, donc il ne va plus varier de manière interne, va nous faire la prédiction qu'il pense être bonne. Et donc, du coup, s'il a été bien entraîné, il va être capable de faire cette prédiction avec une très très bonne précision. Comme je le disais, ça, c'est la phase d'inférence. Alors maintenant, pour revenir aux algorithmes, j'ai parlé de cette boîte noire qui est le modèle. Eh bien, en fait, c'est des algorithmes qu'on va retrouver dans ce modèle et c'est des modèles qu'on dit de machine learning. Donc, on distingue deux grandes catégories d'algorithmes. Il y a les algorithmes dits d'apprentissage supervisé et les algorithmes dits d'apprentissage non supervisé. Donc, les algorithmes dits d'apprentissage supervisé nécessitent d'avoir la donnée d'entrée et le label de sortie. Donc, ça se rapporte directement à l'exemple que j'ai montré précédemment. On a une image scanner et on sait où se situent les nodules. Ça a été annoté par un expert, dans notre cas, un radiologue. Maintenant, dans l'apprentissage non supervisé, on peut aussi avoir des algorithmes qui vont extraire des informations, mais qui n'ont pas besoin d'avoir un label donné. Et donc, ça va être utilisé pour des domaines un peu différents, mais qui, vous verrez, sont tout aussi intéressants. Donc, si on revient au cas de l'apprentissage supervisé, on distingue deux grandes familles d'algorithmes, donc les algorithmes de classification. Donc là, l'idée, c'est de prédire l'appartenance d'une classe de la donnée d'entrée. Donc, prenons l'exemple d'un scanner. On veut savoir si le patient a un cancer ou pas. La réponse est binaire, oui, non. C'est une tâche de classification. La tâche de régression est un peu différente. On va prédire une variable continue en fonction de la donnée d'entrée. Donc, prenons par exemple les paramètres de patients malades. On va donner ça au modèle et on aura une prédiction de son espérance de vie. Donc, l'espérance de vie, c'est une variable qui est complètement linéaire. Et donc, du coup, dans ce cas-là, c'est une régression. De notre côté, pour revenir aux apprentissages non supervisés, on a deux grandes familles d'applications. Là encore, je résume de manière haut niveau, mais d'un côté, on a le clustering qui va permettre de regrouper les données en fonction de leurs points communs. Donc, vous pouvez imaginer que vous avez une cohorte de patients. Vous n'avez pas forcément d'a priori sur les catégories auxquelles appartiennent ces patients. Vous pouvez utiliser ce genre d'algorithme et il va vous permettre de déterminer des sous-groupes par rapport aux similitudes que l'algorithme va détecter entre les caractéristiques des différents patients. Ça peut être utile pour de la médecine personnalisée, etc. On a également de la réduction de dimension. Donc ça aussi, c'est très utile. Si on prend l'exemple d'une analyse ADN, on se retrouve avec un rapport qui a le taux d'expression de millions de différents gènes, qui est illisible par des personnes non expertes. Et donc, on peut utiliser des algorithmes de réduction de dimension qui, en détectant les similitudes entre les rapports de différents patients, est capable de se rendre compte que certains gènes ont toujours une expression similaire et donc qui peuvent être regroupés sous une seule et même variable. Donc, ça va permettre de passer de très grand nombre de variables à un nombre plus réduit. Ça, c'était un peu l'introduction au niveau. Maintenant, je ne pouvais pas faire une introduction du machine learning sans parler des réseaux de neurones, puisque c'est un sujet qui est d'actualité depuis maintenant quelques années. Et donc, vous allez me dire, mais où se situent les réseaux de neurones dans tous ces algorithmes? Donc, les algorithmes que je vous ai présentés précédemment ont tous un besoin fondamental, c'est qu'ils ont besoin d'une fonction qui va en fait modéliser le problème qu'on va traiter en fait. Et donc, jusqu'à présent, on était un peu limité par cette nécessité d'avoir une fonction qui modélise le problème, parce qu'on n'a pas toujours connaissance de la bonne fonction pour modéliser un problème, et elle n'existe pas toujours de manière explicite. L'apport qu'a apporté les réseaux de neurones, c'est cette capacité d'abstraire cette fonction sous la forme d'un réseau. Et donc, théoriquement, un réseau de neurones peut apprendre n'importe quelle fonction. Et donc, on utilise le même processus que n'importe quel algorithme de machine learning, à savoir, on lui donne une input et on lui montre l'output attendu.
Mais la différence du réseau de neurones, c'est qu'il va être capable d'apprendre lui-même les informations importantes à extraire des données, ajuster ses poids en interne pour converger au maximum vers la réponse qui est attendue. Donc en général, c'est des réseaux qui se présentent sous différentes couches. Et on retrouve généralement les premières couches qui vont extraire des informations de haut niveau. Les couches intermédiaires qui, elles, vont plutôt combiner ces informations au niveau. Donc, si on a au niveau des formes, des caractéristiques de certains objets, etc., en les combinant, on va avoir une compréhension plus abstraite de l'objet en question. Et puis ensuite, les dernières couches vont vraiment être là pour faire le choix final de la prédiction pour la tâche donnée. Donc ici, la localisation du nodule, s'il y en a un. Donc maintenant que je vous ai fait un petit overview sur les différentes méthodes de machine learning et puis comment un peu ça fonctionne, l'idée maintenant, c'est de montrer comment ça se matérialise de manière concrète dans le développement d'une application. Donc là, on va prendre l'exemple de la détection de nodules pulmonaires. Donc ça, c'est un travail que j'ai réalisé quand j'étais en stage à IBM. Donc du coup, je vais vous partager un petit peu le processus avec lequel on a abordé ce problème. Donc déjà, pourquoi le cancer du poumon? Parce que c'est l'un des cancers les plus répandus, donc il y a un peu un intérêt dans le domaine de la recherche à travailler sur des solutions pour améliorer la détection de ce type de cancer. Et puis aussi, c'est un cancer qui est extrêmement meurtrier. Et l'autre fait important avec ce cancer, c'est que son diagnostic peut être majoritairement basé sur les images scanners qu'on va faire comme examen. Donc, réussir à automatiser ce processus, ça permet, dans un premier temps, aux médecins de faire des diagnostics plus rapides et donc potentiellement d'allouer plus de temps à analyser d'autres paramètres du patient. Et puis, ça permet d'assurer une qualité de diagnostic constante, puisque avec une intelligence artificielle, on a un certain niveau de qualité de détection qu'on ne va pas forcément retrouver chez des radiologues juniors ou chez des radiologues qui ont tout simplement eu affaire à des patients qui n'ont pas exactement le même type de pathologie. Donc là, je me suis dit, je vais faire un petit jeu pour voir s'il y a des radiologues parmi vous. Donc là, l'idée, c'est que c'est une slice de scanner pulmonaire. Donc j'ai mis des petits sourires, il y en a un qui est à l'envers et l'endroit où il se trouve, c'est un endroit où il y a un nodule. Donc malheureusement, je n'ai pas accès au chat du Discord, mais je vous invite à dire si vous trouvez où c'est. Je vais le laisser 2 petites minutes parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'était vraiment pour faire quelque chose de ludique. Voilà, mais en tout cas, il se trouvait là. Donc, ceux qui l'ont vu, très bien, lancez-vous dans la radiologie. Et puis pour les autres, il y a les outils de machine learning qui vont vous permettre d'en détecter beaucoup plus facilement. Alors du coup, comment on développe ce type de solution? Donc ça passe par pas mal d'étapes. Donc j'essaie de les résumer de manière assez simple. Donc la grosse première étape, c'est la recherche et le développement. Donc là, l'idée, c'est de se constituer un dataset avec des données types pour le problème donné. Donc, dans notre cas, des images scanners avec des annotations de modules. Ensuite, c'est de faire un état de l'art sur les solutions existantes. Et puis ensuite, il faut développer un pipeline pour entraîner les modèles. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est itératif. Donc, il faut automatiser un peu tout ça pour avoir la possibilité de tester plein de choses et au final de faire les meilleurs choix. Ensuite, pour ce qui concerne le choix, il y a une analyse approfondie des performances du modèle qui est à faire pour savoir ce que le modèle est capable de faire et ce qu'il n'est pas capable de faire. Et puis ensuite, la finalité étant de mettre l'outil à disposition de professionnels, il faut l'intégrer dans une solution qu'ils utilisent, puisque bien évidemment, on ne va pas demander aux radiologues de se mettre à coder en Python ou en Rust pour pouvoir faire des radios. Ensuite, la dernière phase, je ne suis pas très familier avec cette phase, mais c'est la mise en production. Donc, développement de l'infrastructure de production, certification et puis au final intégration dans les systèmes d'information des hôpitaux. On a la chance d'avoir Jimmy Siméon avec nous qui nous touchera quelques mots sur cette dernière étape. Alors pour ce qui est de l'analyse des données du problème, je vous ai mis ici l'exemple de quoi ressemble un scanner 3D. Donc, vous avez ici un logiciel de visualisation d'images scanner. Et en fait, une image scanner, c'est une superposition d'images 2D qui sont slicées. Et donc, le logiciel va permettre de naviguer sous différentes vues cet empilement d'images et de le faire de manière assez continue qui fait qu'on n'a pas l'impression que c'est une superposition d'images. Donc, en général, le format qui est utilisé, il y en a plusieurs, mais le plus connu, c'est le format DICOM.
Et donc, typiquement, dans le dataset qu'on a utilisé pour développer la solution, on a utilisé ce format d'image. Donc, en plus des images d'input, je vous disais tout à l'heure qu'il y a besoin d'avoir les labels dans un cadre d'apprentissage supervisé. Et donc, pour notre problème donné, les labels, c'était des segmentations. Donc, deux types de segmentation. Donc, les segmentations, c'est les volumes que vous voyez sur la gauche. Donc, des segmentations des poumons et des segmentations des nodules. Donc, en bleu, le poumon, en rouge, les nodules. Donc, pour les segmentations de nodules, on avait des segmentations qui ont été réalisées par différents radiologues. Le but étant de faire une moyenne, en fait, des annotations des radiologues pour être sûr que, voilà, si un radiologue s'est trompé, un autre ayant fait la bonne annotation, on permet de s'y retrouver. Et puis ensuite, vous pouvez voir en bas à droite que ces mêmes annotations, en fait, sont simplement des masques. Donc, chaque pixel est catégorisé et en fait, lorsqu'on est un pixel blanc, en fait, on est un pixel de nodule. Et lorsqu'on est un pixel noir, c'est qu'on est autre chose. Donc voilà un peu pour l'analyse des données du problème, voir un peu à quoi ça ressemble. Il y a énormément d'autres challenges derrière, comme le pré-processing des données, etc. Mais on ne va pas avoir le temps de le couvrir dans cette présentation. Et donc la deuxième étape importante, c'est l'étude de l'état de l'art des solutions existantes. Alors vous allez me dire, oui, mais si on développe une nouvelle solution, pourquoi on a forcément besoin de faire une étude de l'état de l'art? Bah, tout simplement pour connaître les solutions qui existent déjà pour ce problème, connaître leurs avantages, leurs inconvénients, potentiellement chercher des solutions pour d'autres domaines d'application, mais qui peuvent faire sens pour notre problème. Et puis finalement, voilà, l'idée c'est de trouver là où les algorithmes actuels pêchent, essayer de les améliorer et proposer de nouvelles solutions si on en a pour améliorer les résultats. Et puis à la fin, on doit être capable de se comparer à ce qu'ont fait les autres. Et donc, il faut évidemment avoir des bases de comparaison. Et donc, l'analyse de l'état de l'art est importante sur cet aspect. Pour ce qui est de l'analyse approfondie des performances, je n'ai pas voulu rentrer dans le détail de comment on entraîne un modèle, quelles sont les métriques qu'on traque, etc. Mais je voulais vous sensibiliser au fait ici que pour un même modèle, on peut privilégier différentes stratégies. Donc, un modèle va être amené à faire des choix, donc une détection ou une non-détection de nodules. Et ces choix vont impacter certaines métriques que je vais vous présenter ici. Donc, si on prend les cas où le modèle ne se trompe pas, donc à gauche, vous avez les éléments qui sont positifs, donc des scanners dans notre cas qui ont des nodules, et à gauche, à gauche, vous avez les positifs, à droite, vous avez les négatifs. Donc, les négatifs étant les scanners qui n'ont pas de nodules. Donc, si on regarde là où l'algorithme répond bien, on a cette première zone où effectivement le modèle a prédit qu'il y a effectivement des nodules sur l'image scanner, puisque le point est en vert. Et donc, du coup, on appelle ça un vrai positif. Dans le même ordre d'idée, on a également les vrais négatifs. Donc, c'est des patients pour lesquels l'algorithme n'a pas prédit de nodule. Et effectivement, il s'avère que ces patients n'avaient pas de nodule. Donc, jusque-là, tout va bien. Si notre modèle pouvait faire exactement ça, ça serait parfait. Cependant, vous voyez qu'il y a d'autres zones où, au final, le modèle peut se mettre à prédire ou ne pas prédire des choses. C'est ces zones qui sont intéressantes. Donc, on a une première zone à gauche qui décrit les faux négatifs. Donc, en gros, c'est le modèle qui n'a pas prédit qu'il y avait de nodules sur cette image donnée, et pourtant, il y en avait. Donc, il est passé à côté d'un diagnostic positif, et ça peut poser des problèmes dans un cadre médical. De la même façon, vous avez les faux positifs, où là, le modèle a prédit qu'il y avait des nodules sur l'image du patient, alors qu'il n'en avait pas du tout. Et donc là, c'est un faux diagnostic. On a dit au patient qu'il avait potentiellement des nodules, alors qu'il n'en avait pas. Là où c'est intéressant, et là où il y a besoin vraiment d'une analyse approfondie, c'est qu'en fonction des domaines, on va plutôt privilégier la réduction des faux négatifs ou la réduction des faux positifs. Donc, si on prend un domaine médical, l'important, c'est vraiment d'être sûr que si un diagnostic est négatif, au final, en face de nous, on a un patient qui n'est pas malade. Parce que si on se fie au diagnostic et qu'en fait, il est malade, ben, on se retrouve à passer à côté d'un traitement pour un patient qui en avait besoin. Donc, on va avoir tendance à vraiment réduire les faux négatifs. Et donc, ça va impacter d'autres métriques. Et d'où l'importance en fait de choisir vraiment les métriques qui sont propres au problème donné. Donc ça, c'est vraiment la phase d'analyse de performance. Et donc après, il y a la phase de mise en production. Et là, on a un intervenant qui est Monsieur Siméon, comme je le disais tout à l'heure, qui est DSI du CHU de Guadeloupe, qui va nous en dire plus sur l'intégration de ces solutions au sein d'un CHU.
Merci Henrik. Merci pour cette brillante présentation, l'introduction du concept d'intelligence artificielle, d'apprentissage machine et d'avoir introduit les réseaux de neurones qui, depuis 2012, ont apporté énormément d'innovations dans le secteur de la santé. Donc, 3 mythes courants dans la construction d'un modèle IA en santé qu'il faut aborder, c'est de se dire que plus on a de données, plus le modèle qui est développé en apprentissage machine est performant. Alors, c'est vrai et faux. C'est vrai parce que, par exemple, pour les réseaux de neurones, il faut énormément de données pour que le modèle devienne performant dans son apprentissage. Néanmoins, la qualité de données est un facteur majeur à partir d'un certain volume de données. Et l'étiquetage des données, les labels qui ont été évoqués précédemment, sont essentiels. Et de même aussi les données réelles du terrain, c'est-à-dire la qualité de l'image, sa résolution et la qualité aussi des informations qui sont, par exemple, dans le compte rendu médical, qui sont rédigées dans le compte rendu médical du patient. Un autre mythe, c'est de se dire que le modèle, s'il est précis, ben, il sera donc populaire et utilisé. Ce sera un produit utile. Ben, en fait, non, il faut d'abord qu'il puisse répondre à une problématique métier bien précise et ça nécessite de construire un modèle qui réponde à une problématique patient ou une problématique du personnel soignant. Un troisième mythe, c'est de se dire qu'un bon produit suffit pour avoir un vrai impact sur la production de soins, un vrai impact sur l'offre de services au niveau de l'hôpital. Là encore, c'est faux. Il faut qu'il y ait surtout un impact médico-économique, c'est-à-dire que cet outil puisse être financé et puisse aussi apporter des gains en productivité, en attractivité, euh, pour que en fait, il soit pérennisé au sein dans l'entreprise. Donc ça, c'est une analyse qui a été faite par l'université de Stanford et que moi, au quotidien, je vois en termes de problématiques. Ensuite, au niveau du management d'une équipe qui met en place soit une solution commerciale, soit une solution clinique en termes de recherche. Donc, il y a un management des hommes, management des technologies. Donc, en général, on a une équipe qui est constituée de médecins, d'un analyste et des données experts en information médicale. Ça peut être le DIM, ça peut être les attachés de recherche spécialisés dans la collecte de données. On a bien sûr un data scientist, un scientifique de la donnée, qui va lui récupérer les bons modèles qui sont adaptés au contexte et aux besoins sur lesquels on travaille. Et puis bien sûr, des informaticiens qui vont intégrer la donnée, qui vont faire qui vont récupérer ou mettre en forme des bases de données et vont apporter en fait une gestion, une configuration des serveurs. Alors, pour faire fonctionner tout ça, il faut effectivement un data center, il faut en tout cas un serveur, il faut une puissance de calcul. Alors, on parle de cartes GPU. Et puis, bien sûr, un langage de programmation. Généralement, c'est Python. Et puis, en particulier, des API qui sont spécialisés dans les réseaux de neurones, comme PyTorch, qui a vent en poupe en ce moment. Ensuite, on parle de médecine algorithmique qui met en jeu en particulier les réseaux de neurones à partir de 2012 qui sont largement utilisés. Mais pour ça, il faut en fait un gisement d'informations. Ces informations sont contenues dans le dossier patient informatisé qui regroupe à la fois donc les observations, les antécédents, les résultats de biologie ou les références, ainsi que les informations sur les comptes rendus d'images. Alors, il y a plusieurs algorithmes qui peuvent être utilisés au niveau des réseaux de neurones. Des réseaux de neurones supervisés et non supervisés. Alors, en particulier, un réseau de neurones qui s'appelle CNN, un réseau de neurones convolutif, qui est utilisé particulièrement pour l'analyse d'images médicales.
On utilise un réseau de neurones qu'on appelle récurrent RNN, qui est plutôt utilisé pour de la reconnaissance vocale, pour des données qui sont séquentielles au niveau temporel. Par exemple, une succession d'images qui ont liés entre eux, donc pouvoir faire ce rapport-là. Et bien sûr, vous avez d'autres aspects comme des algorithmes non supervisés qui ont, si je prends l'exemple de l'algorithme auto-encodeur, qui permettent à partir d'une mauvaise qualité d'image, par exemple en imagerie, permettre de retravailler les pixels et pouvoir donner une image beaucoup plus nette. Ensuite, il y a bien sûr ces algorithmes, il y a une opportunité, comme l'a précisé Henrik, c'est d'avoir une automatisation des tâches administratives et de production de soins. Sur les tâches administratives, le gros enjeu dans un hôpital, c'est de pouvoir optimiser les flux de patients aux urgences, parce qu'on sait très bien qu'on attend pas mal, que le personnel soignant est généralement en difficulté pour faire face à la demande. Et donc, pour les aider, ces algorithmes permettent de mettre en place des stratégies d'organisation où on va identifier quelles sont les personnes qui sont les plus chargées ou des pics d'activité suivant des périodes pour que l'équipe de direction puisse déployer le bon niveau de ressources pendant des périodes où il y a beaucoup d'affluence. Ça permet aussi de faire du triage. Typiquement, c'est de prioriser en fait un certain nombre de patients en fonction des informations que l'IA va trouver dans le dossier patient et en fonction du premier diagnostic qui est fait. Et vous avez aussi des IA qui vont aider en fait au diagnostic, pour faciliter le triage du patient des urgences vers un hébergement en spécialité et donc pouvoir avoir une prise en charge plus fluide au niveau du parcours de soins du patient. Ensuite, on est sur de la gestion administrative, sur l'enjeu d'un médecin, c'est de pouvoir produire ses comptes rendus d'observation clinique ou opératoire ou ses documents de sortie pour faire la liaison avec le médecin de ville du patient. Donc pour ça, on passe d'intelligence artificielle qui sont en capacité de faire de la reconnaissance vocale lorsque le médecin va dicter son compte rendu, jusqu'à le fait de produire en fait un compte rendu détaillé et une intelligence artificielle qui pourra en déduire une synthèse. Ensuite, alors ChatGPT a le vent en poupe en ce moment. Donc ChatGPT, il y a une étude qui a été menée dans le magazine Lancet qui a montré que cet algorithme avait la capacité de faire un résumé dès lors qu'il pouvait avoir accès aux informations médicales. Donc, il pouvait personnaliser en fait ce résumé en fonction des résultats de biologie, en fonction des observations du médecin. Et à savoir que Google, OpenAI et puis d'autres sociétés, Microsoft, travaillent sur des algorithmes plus spécifiques sur la médecine, comme MultiMedQA et MedPalm, qui sont vraiment spécialisés dans des interactions à la fois vocales et de production de contenu pour le domaine médical, avec des termes et une sémantique clinique. Slide suivant. Alors, un autre aspect au niveau des hôpitaux, c'est de pouvoir, sur la gestion, l'optimisation des tâches administratives, c'est de pouvoir optimiser le codage de la tarification des actes lors de la prise en charge du patient, lors de son parcours. Et donc, du coup, ces IA partent du compte rendu réalisé par le médecin par un certain nombre de résultats qui ont été produits, soit au niveau de la biologie, soit au niveau de l'imagerie, ou simplement au niveau de sa médication. Et vont pouvoir ensuite, après, proposer une codification des actes pour que l'hôpital soit remboursé au niveau des caisses, puisque un hôpital fonctionne avec des recettes et le remboursement de la prise en charge de ces soins. Donc, on peut avoir des gains pour le médecin de 30 à 50% parce qu'il n'a plus ce pré-codage à faire, cette proposition de codage
même en l'absence de personnes qui sont spécialisées pour le codage. Il y a une augmentation des recettes, puisque les recettes sont tout de suite valorisées. Les dossiers contrôlés sont optimisés parce que ces algorithmes apportent une traçabilité de l'optimisation du codage, et ça, c'est utile dans le cadre de la certification des comptes. Et puis, d'autre part, ça permet d'avoir un meilleur pilotage de l'activité au niveau de l'hôpital et au niveau territorial, puisque ce sont des traitements sur les informations de masse. Alors, 6 domaines d'application, en particulier, cette fois-ci, sur la production de soins. Alors, une première application, c'est la détection précoce de la maladie d'Alzheimer. Donc, slide suivant. On est dans la médecine prédictive. Donc, l'idée, c'est d'utiliser un algorithme de réseau de neurones profond pour la détection précoce des maladies d'Alzheimer à partir d'IRM structurels. Donc là, on a une image en entrée, on a un réseau de neurones. On a vu tout à l'heure les réseaux de neurones spécialisés dans l'image médicale, c'est des réseaux de neurones convolutifs. Ils vont d'abord en fait extraire l'information utile dans l'image, ils vont optimiser l'image, ensuite ils vont utiliser un algorithme de classification qui va permettre de prédire si la personne à terme pourrait être atteinte de la maladie d'Alzheimer ou non. Slide suivant. Un autre domaine pour les patients drépanocytaires. Donc là, on est dans la médecine prédictive. L'algorithme d'apprentissage automatique est en capacité de prédire la réadmission d'un patient drépanocytaire à l'hôpital. Donc ça, à partir de son dossier patient, au niveau des statistiques en fait, de réadmission, c'est un algorithme qui va permettre aussi d'avoir une meilleure prise en charge et de pouvoir identifier si on est passé à côté d'un plan de soins ou tout simplement d'avoir un suivi plus continu des patients qui sont à risque. Slide suivant. Alors, en ce qui concerne la médecine prédictive, alors l'apprentissage en profondeur peut prédire la réponse au traitement d'un cancer du poumon à partir de l'imagerie médicale en série. Donc, on prend des images d'un patient au niveau de son poumon en radiologie à différentes périodes, et donc on peut vérifier quel est donc l'impact du traitement en cours et prédire aussi si donc il y aura une amélioration ou un rejet grâce à des réseaux de neurones convolutifs, mais aussi des réseaux de neurones concurrents. Donc c'est là qu'il y a une analyse de l'image, mais aussi il y a la prise en compte d'une série temporelle d'images pour pouvoir arriver à avoir une information. Voilà des images correspondant à série temporelle d'images. Alors, c'est là que Siri, sur mon ordinateur, s'est déclenché. C'est une autre intelligence donc, artificielle, mais donc, dans ce cas-là, très intrusive. Sinon, sur le cancer de la prostate, la médecine de précision, on a aussi là, l'idée, c'est de pouvoir recommander un traitement spécifique pour une personne en fonction de ses caractéristiques. Et donc, là, ici, c'est la présence de biomarqueurs moléculaires qui sont spécifiques en prenant en compte les gènes codants et non codants. Donc, l'intelligence artificielle part de l'imagerie, mais utilise aussi l'analyse des gènes et la microbiologie pour pouvoir cibler une médecine et un plan de soins spécifique pour un patient. Là, suivant, un autre aspect qui est la médecine prédictive, mais dans le cadre de la nutrition des patients. Là encore, en fonction des caractéristiques du patient, on va adapter en fait la nutrition à l'hôpital, mais aussi lors de son retour pour qu'il puisse avoir un meilleur accompagnement sur sa prise en charge. Et là, les algorithmes de la médecine de précision, et en particulier les algorithmes de deep learning fournissent des solutions très très précises dont les performances sont référencées dans les articles scientifiques. Alors là, on passe dans une autre catégorie, c'est la médecine d'aide à la décision. Un médecin, lorsqu'il ausculte en fait son patient lors des consultations, il utilise en fait ses yeux, la partie visuelle, il utilise aussi de l'instrumentation.
Et donc, les algorithmes ont la capacité d'analyser en temps réel des images. Et donc là, dans le cas du cancer de la peau, on retrouve encore des catégories d'algorithmes qui vont permettre de détecter, mais aussi de caractériser le type de cancer de peau. Donc ça a un intérêt, cette aide à la décision, tout simplement parce qu'il y a deux aspects. Lorsqu'on a un médecin junior ou un interne, ils sont pas en première ligne parce que les seniors les encadrent. Ils doivent prendre des décisions et le senior n'est pas toujours disponible. Donc, ils ont besoin d'un référent. L'algorithme peut jouer ce rôle de référent. Néanmoins, c'est quand même le médecin qui prend cette responsabilité juridique de caractériser en fait le problème ou pas. Donc ça, c'est essentiel. Et un autre cas où il y a une prise de décision qui doit être qui est aidée dans le cadre du dépistage de médicaments, dans le slide suivant, on a la possibilité d'identifier au niveau des ordonnances, au niveau des prescriptions, un risque élevé d'erreur de prescription médicamenteuse. Donc, l'idée, c'est de pouvoir à la fois utiliser les données du dossier patient, l'ordonnance médicale, croiser ces informations, l'historique du patient et aider les médecins à être vigilants lors de leur prescription pour éviter des événements graves de médication. Et ça, tout simplement parce qu'un médecin, c'est un être humain et dans la journée, on a identifié qu'au début de matinée, il était en pleine forme, mais comme toute personne, en fin de journée, il est fatigué, donc il est moins vigilant. Et là, ces algorithmes peuvent jouer le rôle, même pour les médecins seniors, d'une aide, d'une alerte et d'une aide à la vigilance, sachant que bien souvent, en raison du manque de personnel, les médecins sont généralement très sollicités. Slide suivant. Dans un autre domaine, le robot chirurgical piloté par les algorithmes, donc l'IA arrive de plus en plus au niveau du bloc opératoire. Donc, le robot chirurgical est piloté par des algorithmes, mais toujours avec la présence d'un chirurgien. Donc, cela aussi peut créer en fait une plus grande égalité des chances dans certaines pratiques chirurgicales pointues qui nécessitent de bénéficier d'une expertise. Et en fait, ces algorithmes intègrent en termes de support de l'expertise pour le chirurgien. Slide suivant. Au niveau de la gériatrie, on peut aussi proposer des robots compagnons aux personnes âgées, soit pour stimuler en fait leur activité cérébrale, pour mettre en place des interactions, mais bien sûr pour ensuite avoir aussi un suivi de leur médication, c'est-à-dire que le robot peut leur rappeler qu'il faut qu'ils prennent leurs médicaments à partir d'une certaine heure et puis quel est le dosage qui doit y être associé. Slide suivant. Et le dernier point qu'on aborde, c'est une partie qui est associée à la virologie. Donc, c'est tout ce qui est de la prévention en population générale et en particulier dans l'anticipation de pandémie ou dans le suivi de la pandémie. Donc là, c'est un sujet qui a été pas mal évoqué lors du Covid-19. C'est de pouvoir prédire en fait des vagues d'infection au niveau de la population. Donc là encore, on retrouve différentes catégories d'algorithmes typés sur des réseaux de neurones convolutifs ou des réseaux de neurones récurrents. Et en pharmacologie, la pharmacovigilance, donc ça c'est le slide suivant en pharmacie, elle permet d'améliorer la sécurité des patients en détectant et en prévenant les éléments indésirables liés aux médicaments. Là encore, c'est l'usage de l'intelligence artificielle pour aider en fait à la prise en charge du patient dans sa médication. Du coup, merci beaucoup, Jimmy. Énormément d'applications, comme tu l'as mentionné. Donc, du coup, quels sont les projets en intelligence artificielle qui sont réalisés actuellement au CHU et qui sont peut-être prévus pour le nouveau CHU à venir? Oui, alors au niveau du slide suivant, je présente en fait plusieurs cas d'application. Alors, un cas utilisé en radiologie,
c'est de pouvoir détecter en fait les fractures osseuses au niveau des urgences. Ça permet de fluidifier la prise en charge du patient et sur des cas simples, de ne pas être contraint dans un premier temps par l'attente de l'avis du radiologue. Il y a déjà une première prise en charge qui peut être faite, sachant que le radiologue interviendra par la suite et confirmera le diagnostic. Mais du coup, dans la prise en charge, le patient est pris en charge un peu plus rapidement. Donc là, ça intervient quand il y a des cas qui sont un peu compliqués pour le médecin junior ou pour l'interne, qui se retrouve aux urgences et qui doit traiter un flux de patients. Voilà. Donc, au niveau du fonctionnement, cet algorithme s'intègre complètement dans le workflow de travail du radiologue, qui ensuite, après avoir fait le scanner, va envoyer une information sur un PACS. Donc, c'est un logiciel qui permet de diffuser l'information, d'archiver l'information et de la diffuser à l'ensemble des médecins. Et en la diffusant, il y a déjà eu un traitement avec un service sur Amazon qui va permettre de localiser la zone de fracture et pouvoir superposer en fait une petite boîte d'information. Là, en l'occurrence, c'est une petite boîte rouge sur la zone où la fracture a été détectée au niveau de la main. D'accord, super intéressant. Donc ça, c'est des solutions qui vont être mises en place, c'est Alors, acté. c'est quelque chose qui est déjà en place, qui est D'accord, déjà en production. Et la particularité, c'est que cette solution, en plus, va apprendre des données spécifiques qui peuvent varier en termes de morphologie entre un patient caucasien et un patient, on va dire, caribéen. ok, Et donc, du coup, il s'est perfectionné à la fois à la typologie de patient, mais aussi aux outils de visualisation, puisque la résolution des appareils, le niveau de pixels peut varier ensuite sur la performance de l'algorithme. Donc ouais, voilà, ces deux paramètres-là sont aussi des paramètres. Et ça c'est en production là maintenant et en expérimentation pour qu'on puisse la déployer globalement. Euh, mais c'est utilisé par les services des urgences aujourd'hui. d'accord, ok, très intéressant. Du coup, je vois que tu avais mis une deuxième slide, je te laisse détailler. Oui, alors la deuxième slide, c'est là, entre autres, c'est une collaboration entre le CHU de la Guadeloupe et le CHU de Rennes. Et dans ce cas-là, on est dans un travail de recherche pour la conception d'un logiciel qui est développé par la société Incento. Donc là, on est sur la détection du cancer du pancréas, excusez-moi, de la prostate. Et donc, le service d'urologie et le service de radiologie de la Guadeloupe collaborent ensemble pour pouvoir fournir ces données au CHU de Rennes, qui va donc augmenter sa base d'informations, puisqu'on a vu qu'il fallait énormément de données et de qualité, pour que le logiciel puisse apprendre et détecter, en fait, mieux de pouvoir détecter le cancer de la prostate. D'accord. Du coup, une autre application. Oui, alors la dernière ou l'avant-dernière, c'est dans la même thématique, c'est un gastro-entérologie. Donc là, on est sur encore une solution industrielle qui s'appelle Metronix, qui est en fait un logiciel qui permet de détecter des polypes dans le côlon. Donc, ce sont des zones cancéreuses qu'il va falloir enlever, qu'il va falloir réséquer pour pouvoir donner des morceaux de tissu au niveau de l'anapate, avoir une analyse biologique pour confirmer que c'est un cancer ou pas, pour pouvoir retirer ce polype, ou en tout cas les caractériser. La force de de cette solution, c'est de pouvoir la détecter, localiser et caractériser en fait si c'est en temps réel dans le bloc, si c'est cancéreux ou pas. D'accord. Ou Alors, je rapport au profite, je vois qu'il y a quelques questions dans le panel d'auditeurs. Donc, une question qui concerne le pourcentage d'erreur du diagnostic sur la solution de détection de fracture. Est-ce que c'est des informations que tu peux partager ou... Oui, alors il y a différents, je pense que tu l'as évoqué, il y a différents outils pour pouvoir mesurer la performance d'un algorithme. On parle de la sensibilité, de la spécificité et de la précision, l'accuracy. Euh, on a de forts taux de performance de cet algorithme par rapport à. En fait, on compare toujours l'algorithme aux performances d'un spécialiste radiologue. Et on atteint
des taux de réussite de l'ordre de entre 96 minimum jusqu'à 99, voire 100%. Donc, d'ailleurs, on considère qu'un algorithme peut être, donc ça c'est la partie sur laquelle on échangera un petit peu plus tard, à la fin de la présentation, mais à partir de 96%, on considère qu'un algorithme qui est performant et peut être utilisé en fait comme une aide aux soignants, aux médecins, sachant qu'un médecin interne qui apprend le métier est nettement moins performant D'accord. que l'algorithme, puisque l'algorithme a appris des meilleurs spécialistes. Ouais, je comprends tout à fait. Du coup, Un exemple, ouais. c'est encore dans le domaine de la gastroentérologie. Donc là, par contre, ce n'est pas une solution industrielle d'un éditeur. C'est une solution qui a été développée au niveau du CHU avec l'Université des Antilles, dans le cadre d'une recherche clinique où on a développé un algorithme permettant de pouvoir délimiter exactement le contour du polype en temps réel au bloc. Et donc là, l'objectif, c'est d'avoir une délimitation plus précise de la zone du polype qu'il va falloir extraire, alors que précédemment, c'était grossièrement localisé avec un cadre. Ça permet aussi d'améliorer en fait donc l'extraction. C'est aussi cette approche-là permet d'améliorer la qualité de la prévention euh, pour les populations entre 50 et 74 ans et pour pouvoir former aussi des internes sur une base de référentiel d'exploration. Donc, ça aide à la formation des internes à pouvoir mieux détecter visuellement les polypes. D'accord. Alors du coup, autre question. Quelles sont les contraintes liées à l'usage ou à la conception d'une intelligence artificielle? Quels sont les enjeux que tu vois pour les 5 prochaines années? Alors, les contraintes sont de deux ordres. Il y a d'abord une contrainte réglementaire et une contrainte d'intégration de ces intelligences artificielles dans tout le système d'information hospitalier. Puisque ça se faut pouvoir donc que cet algorithme puisse être interopérable avec les systèmes d'information. Sur le plan réglementaire, il faut pouvoir respecter la partie protection des données personnelles, donc le RGPD. Il faut pouvoir aussi, lors de la conception en fait d'une IA, on a vu l'exemple pour l'imagerie, pour la radiologie. Nous sommes dans un dispositif médical de classe 2A, donc ça veut dire que l'Union européenne a classé en fait ces dispositifs avec des échelles de risque qui nécessitent au niveau de la conception du logiciel d'avoir toute une traçabilité et donc une certification avec un marquage CE ou bien en fait et une certification sur qualité avec l'ISO 13485 et dans la conception même du logiciel, avec aussi des normes comme l'IEC 82-304-1 qui garantit en fait que le développeur va utiliser des bonnes pratiques de codage pour pouvoir proposer cet algorithme et tracer toutes les étapes de création de cet algorithme. Tout ça en prenant en compte la partie cybersécurité et la partie cyberattaque, puisque de plus en plus, les hôpitaux subissent des attaques chaque semaine dans les médias, donc on en parle. Et donc, ces algorithmes d'intelligence artificielle peuvent être aussi victimes d'attaques avec des virus qui pourraient changer les pixels de l'image et donc changer le diagnostic de l'intelligence artificielle. Donc, il faut protéger ces intelligences artificielles en termes d'intégrité, mais aussi de confidentialité sur les données patients. Ensuite, sur les enjeux à venir, mais en fait, on est sur de la gouvernance de la donnée au niveau de l'infrastructure. Il va falloir fournir pour des informations qui soient disponibles et exploitables en termes d'intégration du SI, donc s'intégrer au dossier patient informatisé, s'intégrer au SI du laboratoire et de radiologie, avec des interfaces où l'algorithme pourra aussi consommer de l'information et pouvoir donner aussi une aide à la prédiction.
D'accord, je vois qu'il y a une autre question qui pourrait être débattue là. Donc, à quelle échelle se positionne le projet? J'imagine qu'il fait mention au projet enfin, l'exemple que j'ai présenté pour la détection de modules. De ce que j'en tire, c'est que la collecte de la data est cruciale et mutualiser toutes les images régionales, nationales, internationales boosterait la collecte et mutualiserait les efforts. Donc, est-ce que tu as un avis sur ça? Oui, oui, eh ben, c'est une remarque très pertinente, au-delà de parce que justement l'enjeu au niveau national, c'est de pouvoir développer la notion d'entrepôt de données de santé. Donc au niveau national, l'État français a mis en place le Health Data Hub. C'est une grosse base de données où tous les établissements publics, et privés vont pouvoir contribuer et faire remonter ces informations au niveau national pour que des projets d'intelligence artificielle ou d'autres projets d'études médico-économiques puissent analyser ces données-là. Et au sein même des hôpitaux, il se constitue en fait des entrepôts de données de type big data, data lake. On essaye d'éviter que ça soit des data warehouse, mais en tout cas des entrepôts qui permettent justement d'alimenter plus facilement ces intelligences artificielles de façon sécurisée et en prenant en compte l'anonymisation des patients. Il y a un deuxième enjeu qui est très fort au-delà de la donnée, c'est aussi pour l'industrialisation à la fois de la donnée, certes, mais de la conception même du développement de ces logiciels d'apprentissage machine. Et pour ça, il y a donc des plateformes qu'on appelle des DSML, c'est des plateformes de sciences de la donnée et d'apprentissage machine. Alors, je donne quelques exemples. Il y a DataRobot, DataIQ, enfin d'autres éditeurs. Et c'est un peu ce que proposent les grands géants de Google, Amazon et Microsoft. Microsoft avec Azure, Google Cloud, et puis en proposant des usines à développement, des bibliothèques de modèles d'intelligence de réseaux de neurones qu'on peut appliquer rapidement. Alors bien sûr, au niveau des hôpitaux, on n'utilise pas ces plateformes parce elles sont en fait, pas hors du périmètre déjà européen en général, et on souhaite garder cette information qui est très sensible. Donc, on aura tendance à déployer de plus en plus dans les hôpitaux des environnements identiques, voilà, d'industrialisation de la donnée et de la conception de modèles d'intelligence artificielle. D'accord, très clair comme réponse. Du coup, dernière question, quels sont les enjeux pour une direction des systèmes d'information? Alors, les enjeux sont multiples. Alors déjà, en termes de compétences, c'est de pouvoir assurer un support et pouvoir suivre, pouvoir être en capacité à déployer ces innovations qui sont de plus en plus nombreuses, à pouvoir sécuriser à la fois les données patients et les médecins dans leurs usages. Donc, garantir la disponibilité et l'accessibilité de ces algorithmes dans le temps, parce qu'elles vont devenir de plus en plus indispensables, même si au départ, elles vont assurer un premier niveau de support. On l'a bien vu que le médecin, lui, il est autonome, mais je pense qu'il deviendra de plus en plus dépendant parce qu'il aura un certain confort à pouvoir utiliser ces algorithmes dans sa prise de décision. Il pourra se concentrer sur les cas plus graves et il va pouvoir aussi se concentrer, avoir plus de temps disponible dans l'interaction sociale et l'interaction avec le patient, plutôt que d'être aujourd'hui, il a plein d'informations qui viennent de plusieurs écrans, de plusieurs données, et c'est un peu compliqué pour lui de gérer à la fois l'interaction avec le patient et toutes ces données qui lui arrivent. Il y a aussi l'enjeu de l'industrialisation, c'est de ne plus voir les projets comme étant unitaires, mais que c'est un ensemble de logiciels qui vont être déployés. Donc, il va falloir mettre en place des environnements pour pouvoir gérer en fait le versionning de ces logiciels, euh, euh, leur déploiement, leur remplacement, les mises à jour. Et bien sûr, les contraintes, prendre en compte les contraintes réglementaires, la fiabilisation de la disponibilité et la formation en interne. Alors, la partie RH a un aspect très très fort, c'est que un data scientist, par exemple, qui est un élément essentiel pour le développement de ces algorithmes, il y a deux approches. C'est identifier en interne des talents, parce qu'on peut avoir des personnes en interne qui veulent se positionner sur ce genre de technologie, et aussi travailler avec des personnes, des consultants,
des prestataires qui vont pouvoir faire monter en puissance en fait les équipes internes et pouvoir donc accélérer les usages, l'innovation et la recherche clinique avec l'intelligence artificielle en santé. D'accord. Pas mal de challenges quand même. Voilà. Du coup, merci beaucoup d'avoir pris le temps de participer à cette intervention. Je pense que là, le goal est bien atteint. On avait pour ambition de montrer vraiment les différentes applications qu'on peut retrouver dans le domaine du médical, des différentes méthodes d'intelligence artificielle. Et tu l'as très bien détaillé avec tous les exemples que tu as pu présenter. Et puis, on voit que c'est quelque chose d'assez concret puisqu'il y a déjà des solutions qui Tout à sont fait. actuellement utilisées au CHU. Oui, aujourd'hui, c'est une technologie qui est mature et qui peut être largement déployée au sein des hôpitaux. D'accord, donc je vais revoir rapidement s'il y a quelques questions. Je pense qu'on est déjà un peu, on a dépassé un peu le timing. On a Donc commencé peut-être aussi en retard, hein. Ouais, c'est ça. On a rattrapé notre temps. Je vois pas de nouvelles questions. D'accord. Bon, ben c'était donc clair. Euh, Ok, écoutez, je pense qu'on va clôturer ici. Merci encore et puis merci à vous d'avoir assisté à cette présentation. Bonne fin de merci à journée, au revoir. tous. Bonne journée.